La gamme barbue est sans conteste le lézard le plus répandu dans le monde de la terrariophilie. Cette monographie a pour but de mettre en exergue les informations relatives à cette espèce, autant sur le point de vue de ses attributs que dans le fait de la maintenir en captivité, que ce soit dans une démarche scientifique, pédagogique, voire philosophique. Sachez par ailleurs que l'intégralité de ce cours a été réalisée avec les écrits du livre Agame barbu des éditions Artémis, où par mesure d'humilité, je ne me suis pas permis de reformuler certains écrits, les jugeant parfaitement explicites. Bien, commençons ce cours par les fondamentaux. Alors sachez que l'une des mesures les plus souvent utilisées en herpétologie est la longueur tête-croupe. Il s'agit de la taille d'un animal mesurée de la pointe du museau jusqu'au cloaque. On fait abstraction de la queue car un grand nombre de lézards la perdent et le fait d'inclure la longueur de la queue donnerait une perception erronée de la taille véritable de l'animal, voire même de son âge. Alors, l'agame barbu, de son nom scientifique Pogona viticep, est une espèce qui est très répandue en animalerie. Il atteint fréquemment une longueur tête-croupe de 15 à 20 cm, sa queue représentant la plus grande partie de la longueur totale de son corps, soit jusqu'à 56 cm. Originaire de la partie est et centrale de l'Australie, l'agame barbu continentale vit aussi bien dans cette aire de l'outback qu'à la périphérie des villes côtières du centre-sud du continent. Alors cette espèce vit dans différents habitats, comme les plaines arides, semi-arides, des déserts, les forêts ou les coteaux herbeux ou rocheux. D'ailleurs, il n'est pas rare dans les zones habitées ou dans des fermes d'apercevoir ce genre d'agame perché sur une clôture, une cabane ou une grange, se prélassant dans une allée ou prenant un bain de soleil dans un parking. Bien que considérablement plus petits que leurs cousins côtiers, les agames continentaux sont en revanche plus corpulents. Il est à noter que les spécimens en captivité grandissent habituellement plus que leurs homologues sauvages. Voilà. Cela est principalement dû au manque d'exercice ainsi qu'à la régularité et à la qualité de l'alimentation dont l'agame bénéficie en captivité. Omnivores opportunistes, les agames continentaux se nourrissent simplement de petits animaux ou de la végétation qu'ils trouvent. Les jeunes préfèrent les tout petits insectes, les araignées, les fourmis ou autres, tandis que les adultes ajoutent parfois à ce menu de base de petits vertébrés, tels que des rongeurs, des lézards, voire même des petits serpents. Il faut savoir que le régime alimentaire d'un adulte se compose de presque 70% de végétaux. Alors les agames que je viens de vous décrire sont ceux que l'on retrouve dans la nature. Des années de reproduction sélective et de multiplication en captivité ont produit des agames très spécifiques qu'on n'aurait pas pu trouver à l'état sauvage. Alors des agames plus grands, par exemple les géants d'hybridation, plus colorés, ainsi que des hybrides singuliers qui sont issus d'hybridation en captivité, ce qui fait qu'il existe une bien plus grande variété d'agames continentaux que dans la nature. Alors, pour celles et ceux qui se le demanderaient, qu'est-ce qui rend les agames aussi attachants et sympathiques aux yeux des amateurs ? Eh bien, au-delà de leur facilité d'entretien, les deux aspects qui plaisent le plus aux passionnés sont leur morphologie et leur comportement. Tirant son nom usuel de la barbe d'écaille en forme de piquant,
bordant le dessous de sa mâchoire inférieure, l'agame barbu a l'air d'un survivant de l'époque des dinosaures. Pendant la saison des amours, la barbe des mâles peut devenir grise, noire ou même bleu foncé, et il la déploie pour déclarer ses intentions ou pour chasser ses rivaux. Le dessus du corps de la gamme, donc la tête, le dos, les flancs, est entièrement recouvert de petites épines acérées et coniques qui lui confèrent une apparence rude et rêche. Mais si vous avez déjà pris un agame dans vos mains, vous savez qu'il n'y a rien de moins vrai. Ces lézards sont doux et agréables au toucher. Leur écaille, entre guillemets piquante, sont là seulement pour épater la galerie et leur ventre soyeux est tout aussi doux. Quand il prend un bain de soleil, l'agame soulève la moitié supérieure de son corps, bien au-dessus de son perchoir, en étendant ses pattes arrière, la tête relevée et les yeux grands ouverts et aux aguets. L'agame qui d'ailleurs possède une vue remarquable pour un petit reptile et peut voir à des distances considérables. Alors, ressemblant à une statue, comme une sentinelle à sang-froid à l'affût du danger. Quand son soigneur entre dans la pièce, l'agame à la vue perçante est toujours en alerte. Il le reconnaît d'ailleurs assez rapidement et peut même se précipiter vers lui, réclamant à être sorti ou tout simplement à être nourri. Bien. Alors, sachez que les agames barbus sont des animaux assez curieux et avenants, et communiquant par une certaine gestuelle, et qui plus est une gestuelle élaborée entre individus, mais aussi avec leur maître. Les nombreuses autres interactions qu'ils offrent avec leurs propriétaires peuvent suggérer une certaine forme d'intelligence. Il est tentant et facile de faire de l'anthropomorphisme avec son lézard. Toutefois, il s'agit d'un jeu dangereux où l'exagération et l'oubli que ce n'est ni un chien ni un chat peuvent le mettre en danger. L'agame est un lézard qui apprend et se conditionne rapidement aux règles de vie en captivité, jusqu'à reconnaître son maître, en l'occurrence celui qui le nourrit régulièrement. Alors ne vous étonnez pas, en entrant dans la pièce, si votre agame se rue sur la paroi de son terrarium, comme s'il demandait à être sorti, pris dans vos mains ou nourri. Ils sont même connus pour savoir identifier une boîte de grillons à n'importe quelle autre nourriture et s'excitent en la voyant. Les agames barbus ne sont pas seulement appréciés pour leur apparence physique. Ils le sont aussi pour leur comportement en captivité que beaucoup trouvent adorable et même comique. Les nouveau-nés et les bébés agames sont connus pour leur façon d'agiter leurs pattes assis sur le substrat ou se prélassant sur une pierre. Un jeune agame peut, sans raison apparente, lever un de ses membres antérieurs, faire passer sa patte au-dessus de sa tête, puis lentement, de façon saccadée, la reposer sur le sol. Il arrive aussi parfois qu'il décrive des cercles avant de la reposer. Si vous vous placez à sa hauteur, c'est comme si votre petit animal de compagnie vous adressait une sorte de coucou avec sa patte. D'ailleurs, à l'état sauvage, les agames barbus sont des animaux semi-sociaux qui expriment des formes de communication rudimentaires avec ceux de leur espèce. D'ailleurs, les jeunes et les femelles agitent leurs pattes en signe de soumission et de non-menace envers les autres agames en leur présence. Mais les mouvements de pattes ne sont pas le seul moyen pour communiquer. En effet, les hochements de tête peuvent aussi l'être. Lorsqu'un agame hoche rapidement la tête, il lance un défi ou un avertissement aux autres agames qui sont aux alentours. Si par exemple, un agame est assis sur un perchoir qu'un autre agame convoite, eh bien l'intrus va hocher la tête très vite pour le défier. Et s'il refuse de lui laisser le perchoir, eh bien l'agame résident lui répondra en hochant la tête avec agressivité et rapidité. Et bien que cela soit rare chez les agames barbus, un combat territorial peut s'en suivre. De tels gestes
et comportements de domination, voire soumission, ne sont pas exceptionnels dans le monde des reptiles, et sont même particulièrement répandus parmi les iguanidés et les agamidés, de même que chez les alligators et les crocodiles. Quand un mâle résident hoche la tête en faisant face à un mâle bien plus petit que lui, c'est le scénario inverse qui va se produire. Une fois que le mâle le plus gros a lancé son défi, le mâle le plus petit va lui répondre en agitant la patte, lui faisant comprendre qu'il ne cherche pas le conflit. Ce genre d'épisode arrive aussi pendant la saison des amours. Lorsqu'un mâle veut s'accoupler avec une femelle, eh bien il va hocher la tête et attendre. Si elle répond en remuant la patte, il a le feu vert pour l'approcher et s'accoupler. En cas d'élevage de groupe, dans le domaine de la captivité, quelque chose d'étrange se produit souvent. Notamment lorsque plusieurs agames vivent dans la même enceinte. Il s'agit d'une pratique appelée l'empilage, selon laquelle les agames grimpent les uns sur les autres pour se prélasser dans la partie la plus chaude et la plus éclairée de leur terrarium. Alors, même si l'empilage peut paraître amusant, mieux vaut que chaque individu dispose de son propre espace de repos, car les agames se trouvant en bas de l'empilage ne peuvent recevoir la même quantité d'ultraviolets bienfaisants que la gamme qui se trouve au-dessus. Par ailleurs, la respiration de la gamme en dessous peut être altérée. Il existe évidemment de nombreuses photos d'empilage d'agames par taille, adultes en dessous, les préadultes au milieu et les mâles au-dessus. Encore une fois, même si cela constitue une charmante scène, on ne devrait pas élever ensemble des animaux de tailles différentes, les individus les plus petits risquant d'être brutalisés ou blessés. Bien entendu, ce n'est pas une obligation, mais une recommandation. Mais la plus célèbre de toutes les attitudes de la gamme est sans aucun doute le gonflement de sa barbe. Lorsqu'un agame est confronté à un prédateur, ou bien se sent menacé, il ouvre grand sa gueule, gonfle sa barbe hérissée d'écailles piquantes et siffle auprès de son agresseur. Et ce, tout en soulevant sa tête à l'avant de son corps, dans une attitude menaçante. Alors la barbe augmente de plusieurs fois sa taille normale, prend très vite une couleur noire ou brun-bleu, et donne l'illusion au prédateur que l'agame barbu, pourtant inoffensif, est un lézard effrayant et bagarreur, et que s'en approcher serait une très mauvaise idée. C'est le meilleur leurre de l'agame barbu, avec ses mâchoires puissantes et ses dents légèrement dentelées. Ce n'est pas parce que l'agame peut avoir l'air féroce qu'il l'est pour autant, mais la plupart des prédateurs ne le savent pas. Quand deux mâles rivaux se rencontrent, à l'état sauvage, chacun va gonfler sa barbe pour intimider l'autre. Si cela marche, les conflits territoriaux se résolvent sans qu'il y ait recours au combat. Par contre, en captivité, la plupart des agames abandonnent rapidement cette technique de survie et peuvent vivre toute leur vie sans jamais dilater la barbe en signe d'agression ou bien de défense. Bien. Une fois que vous aurez décidé que la gamme barbue est bien le lézard qui vous convient, vous devrez prendre les mesures nécessaires pour lui assurer une longue vie, heureuse et en bonne santé. Vous pouvez bien sûr acheter votre lézard par plusieurs biais différents, et il y a des conseils à suivre pour chacun d'entre eux. Alors, la première chose à examiner en ce qui concerne les agames barbus, qu'ils soient bébés ou adultes d'ailleurs, c'est la propreté de l'animalerie ou du terrarium dans lequel sont gardés les agames. Le terrarium est-il propre et est-il bien éclairé? Est-il aménagé avec des cachettes et des endroits sur lesquels grimper? Ce qui est d'ailleurs
conseillé pour les individus seuls ou en couple, mais déconseillé pour des groupes juvéniles? Ou au contraire, le sol est-il jonché de déchets, de récipients d'eau renversés ou de déjections? Beaucoup d'agames sont-ils entassés dans un terrarium trop petit? C'est ce type de questions que vous devez vous poser. Une fois que vous aurez trouvé un terrarium d'agames propre et bien entretenu, vous aurez envie d'observer les agames eux-mêmes. Les bébés agames sains sont des animaux vifs, mais ils sont très doux. La plupart des bébés lézards, les geckos, les anolis, les iguanes et j'en passe, s'enfuient lorsqu'on s'approche du terrarium. Mais les agames, avec leur personnalité assez particulière, peuvent réagir de différentes façons. Les agames les plus stressés peuvent se camoufler ou se cacher à votre approche. Mais un agame, disons normal, entre guillemets bien sûr, vous regardera d'un air soupçonneux et se préparera à être emporté quand vous mettez la main dans sa cage. Enfin, les agames aux caractères les plus affirmés ramperont vers vous, pointant leur museau sur le verre du terrarium en vous étudiant autant que vous les étudiez. Quel que soit le type de personnalité des jeunes agames, ils feront quelque chose à votre approche. Ils auront conscience de votre présence et réagiront d'une manière ou d'une autre. Même de façon apparemment insignifiante. Les agames qui ne font pas immédiatement attention à votre présence doivent aussi se comporter normalement, se prélasser sur une branche, manger, ramper, et j'en passe. Toute faiblesse, la léthargie ou tout manque de vivacité doit être un signal d'alarme vous avertissant que quelque chose ne va pas et que l'agame est en mauvaise santé. Une fois que vous avez repéré un jeune qui vous plaît, demandez au vendeur s'il est possible de le prendre en main. Si c'est le cas, le vendeur le déposera délicatement dans votre main ouverte, bien à plat. Certains agames resteront alors calmement assis dans votre paume et regarderont autour d'eux avec un air curieux. Un agame en bonne santé regardera constamment partout et marchera probablement dans votre main, baissant la tête et léchant doucement vos doigts et votre main. Alors, il faut savoir que cette attitude est naturelle et est une preuve déterminante que l'animal est curieux, vif et en bonne santé. Un agame qui a l'air faible ne bouge pas, reste les yeux fermés ou ne semble pas s'alarmer d'être pris dans la main est un agame en souffrance. Il peut avoir une lésion interne, contracter un parasite à cause de conditions de transport douteuses par exemple, ou subit une dominance destructrice par un ou d'autres congénères qui l'empêchent de s'alimenter correctement. Et malheureusement, il ne va probablement pas vivre très longtemps. Alors, prendre un jeune agame dans votre main est une excellente occasion de l'inspecter physiquement. Comporte-t-il des coupures, des plaies ou des lésions apparentes? A-t-il tous ses orteils et le bout de sa queue est-il toujours là? Et sinon, les moignons sont-ils guéris ou présentent-ils des signes d'infection? L'agame paraît-il avoir un poids correspondant à sa taille? Répondre à cette dernière question peut être difficile pour un éleveur débutant, car les jeunes agames sont de minuscules animaux. Ils sont, pour ainsi dire, très légers. Inspecter les yeux de l'agame, sont-ils bien ouverts, limpides et vifs, ou au contraire sont-ils fermés, avec des croûtes, ou bien pleurent-ils? Il faut également inspecter le cloaque de l'animal. Est-il fermé et exempt de déchets collants? Il est important que tous les orifices corporels de l'agame soient sains et fonctionnent correctement. Recherchez tout signe de fracture ou bien de fêlure sur les membres du reptile. Les jeunes agames sont assez fragiles et les fractures de membres peuvent se produire aisément, notamment pendant le transport. Tout membre enflé, décoloré ou paralysé est très certainement blessé. N'achetez surtout pas un agame malade, il peut être
très tentant d'acheter un agame manifestement malade dans l'espoir de le sauver, mais je vous conseille de ne pas craquer, puisqu'acquérir un agame malade pour le guérir se solde presque toujours par la mort du lézard. Il est difficile de soigner un petit reptile malade, même pour les vétérinaires et les soigneurs d'animaux sauvages. En outre, en achetant un agame malade, vous avez récompensé financièrement un vendeur pour avoir maltraité ces animaux. Il est plus sage de laisser cet agame qui va très certainement mourir, que vous l'achetiez ou non, d'informer le vendeur de son état de santé et de faire son affaire ailleurs, évidemment. Sachez qu'il y a une règle incontournable à ne jamais oublier. Le terrarium doit être complètement opérationnel avant l'arrivée de votre agame. Le transport depuis l'animalerie ou l'envoi directement par l'éleveur est un moment de stress et de devenir malade. Enchaînons maintenant avec le sujet du terrarium. Pour commencer, je vous conseille d'investir dans un grand branchage à escalader, relativement solide et imposant. Les agames adorent grimper, se percher et se prélasser sur des branchages de taille appropriée, évidemment. Pour les bébés et les spécimens juvéniles, une branche de vigne sablée sera parfaite. Disponible d'ailleurs dans toutes les animaleries vendant des produits pour les reptiles, la vigne sablée est poreuse, noueuse et est parfaitement adaptée à l'escalade pour les petits agames. D'ailleurs, la nature de la vigne ne permet pas d'accueillir le corps massif des agames barbus plus gros. Un perchoir plus grand sera donc nécessaire. De gros morceaux de bois flottés, durcis, ni peints ni laqués, en particulier ceux portant une vaste surface plane, font d'excellents obstacles à escalader pour les agames adultes. La vigne sablée et le bois flotté peuvent tous les deux être lavés et sont des articles durables ressemblant aux branches tombées par terre sur lesquelles les agames se prélassent d'instinct dans la nature et sont d'ailleurs esthétiquement assez jolies. Les grosses pierres sont aussi une possibilité, car les agames ne sont pas moins à l'aise pour paresser sur les pierres que sur les branchages. Les carrières et les maçonneries vous donneront gratuitement quelques petites pierres, suffit de demander. Les jardineries et les magasins d'équipements de jardin en vendent aussi, ainsi que la plupart des animaleries. Non seulement les pierres en grès sont plates et gardent bien la chaleur, mais leurs teintes orange et rousse sont aussi très esthétiques en décoration de terrarium, surtout pour les agames. Évidemment, les grosses pierres naturelles sont aussi très lourdes et peuvent facilement fêler le sol en verre de votre terrarium. C'est la raison pour laquelle je recommande des terrariums en bois. On trouve des pierres artificielles ou en céramique dans des animaleries et au rayon jardin de la plupart des magasins d'équipement. Alors très solides, elles se substituent parfaitement aux vraies. Certaines comportent même des excavations et peuvent servir de cachette quand votre lézard veut se dissimuler, ce qui d'ailleurs n'est pas plus mal, surtout en gain de place. Les plantes sont une autre possibilité pour le terrarium des agames, mais tout éleveur doit être prudent quant au choix des végétaux qu'il sélectionne. Les plantes artificielles sont probablement la meilleure solution car elles n'ont pas besoin d'eau, ne perdent pas leurs feuilles, ne meurent pas et sont faciles à déplacer, à laver et à remplacer dans le terrarium après nettoyage. D'ailleurs, une belle disposition de végétaux en plastique ou en soie peut vraiment apporter un plus à l'esthétique et à un environnement, disons, plus réaliste à votre agame. Tout en vous demandant qu'un minimum d'entretien. C'est aussi l'avantage. Parce que les plantes vivantes peuvent occasionner un bon nombre de problèmes dans votre terrarium. Elles requièrent des arrosages fréquents, risquant d'imbiber le substrat du terrarium.
pendant la photosynthèse, elle émet de la vapeur d'eau dans l'air, augmentant ainsi l'humidité relative dans le terrarium. Et votre agame peut également prendre certaines plantes pour de la nourriture et les grignoter. Seulement les plantes les plus robustes du terrarium peuvent résister aux assauts des agames adultes, même si il les trouve à son goût. Certaines espèces contiennent d'autre part des toxines ou des résines qui peuvent entraîner de sérieux risques pour la santé de votre lézard. Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Parmi celles et ceux qui me suivent et qui m'ont déjà à de multiples reprises demandé les raisons qui me poussaient à n'avoir que des plantes artificielles dans mes terrariums, j'espère à présent avoir répondu à votre question. Les cachettes ou les abris sont une autre composante essentielle du terrarium de l'agame barbu. Dans la nature, il a de nombreux ennemis naturels, que ce soit des varans, des oiseaux de proie, des serpents, des cochons sauvages et dingos sont tous des prédateurs de ce lézard. Comme ils ne sont pas venimeux, les agames ne sont pas armés pour combattre la plupart de leurs agresseurs. Et leur premier réflexe de défense est de courir, se cacher dans une crevasse rocheuse, un trou ou n'importe quel autre asile sombre et sûr, jusqu'à ce que le danger soit passé. En captivité, ce besoin instinctif d'isolement, d'obscurité et de sécurité ne doit pas être ignoré ni négligé par les éleveurs. Les agames barbus doivent, à toutes les étapes de leur vie, avoir accès à une ou plusieurs cachettes dans leur terrarium. Bien entendu, ce sont les bébés et les juvéniles qui ont le plus besoin d'abri, mais il en faut aussi une pour les adultes. Même les très vieux spécimens calmes et apprivoisés ont besoin d'un endroit sombre et tranquille pour s'isoler de temps en temps. C'est bien important. La bonne nouvelle, c'est que ces cachettes peuvent être fabriquées à partir de presque rien. Des demi-pots de fleurs cassés, des dalles de liège, planches en bois, pour former une petite cachette, des abris pour reptiles tout prêts, vendus dans le commerce. Tant qu'il lui procure de quoi se cacher, et ce entièrement de la vue, votre agame se moque complètement en quelle matière l'abri est fait. Bien sûr, si vous avez un penchant pour l'aspect réaliste, il existe un choix infini de cachettes artificielles dans les animaleries et les sites spécialisés en reptiles. Rondins et souches factices, cavernes en polymère ou en céramique, tas de pierres en plastique ne sont que quelques exemples parmi l'infinité de cachettes en plastique disponibles dans le commerce. Pour le positionnement des cachettes à l'intérieur du terrarium, gardez à l'esprit que le but est de procurer l'isolement et la sécurité à votre lézard. Placez les cachettes de façon que le moins de lumière possible puisse pénétrer à l'intérieur. Plus sombre sera l'intérieur de sa cachette, plus votre agame l'appréciera. D'ailleurs, orientez l'entrée de l'abri afin qu'elle soit hors de vue, par exemple face à la paroi du fond du terrarium. Les mouvements dans la pièce ne doivent pas être aperçus par votre agame à un moment où il recherche l'isolement. Dans les grands terrariums, hébergeant plus d'un agame, il vous faudra plusieurs cachettes, au moins une par animal. Même pour un seul lézard, il est fortement conseillé de placer au minimum 2 cachettes. Et ce, à divers endroits du terrarium, car les agames semblent apprécier le fait d'avoir du choix dans leur retraite. Par exemple, placer une cachette au-dessus d'un tapis chauffant et une autre vers l'extrémité la plus froide du terrarium. L'abri chauffé fournira un bon isolement au lézard, lui procurant suffisamment de chaleur pour favoriser sa digestion et son métabolisme. Alors qu'il trouvera obscurité, tranquillité et fraîcheur dans l'abri non chauffé. Il faut savoir que les agames barbus, ayant l'habitude à l'état sauvage de se déplacer plusieurs fois par jour, la dualité de ces cachettes reproduit fidèlement
ce à quoi ils sont instinctivement habitués et permet une parfaite thermorégulation. Votre agame n'aura pas à choisir entre pouvoir se cacher et se trouver à la température qu'il préfère. Et ça, c'est beau. La question du chauffage et de l'éclairage du terrarium est celle qui requiert le plus d'intention. L'outback australien est une région chaude, ensoleillée et aride. Et pour que les agames se développent bien en captivité, les éleveurs doivent recréer les conditions les plus similaires possibles à celles de la nature. La température quotidienne ambiante dans le terrarium de votre agame doit donc rester entre 26 et 29 degrés à l'une des extrémités du terrarium, disposer d'une aire de repos atteignant de 35 à 38 degrés et à l'opposé, placer une cachette sombre et fraîche de façon à ce que votre agame puisse réguler sa température si nécessaire. Si vous vivez dans une région chaude, essayez de laisser votre agame se prélasser à la lumière naturelle du soleil, au moins 1 à 2 heures par semaine. En intérieur, l'exposition aux UV artificiels peut être réalisée en équipant le terrarium d'un néon UV fluorescent. On trouve des néons UV à spectre complet dans la plupart des animaleries sous le nom de néon UV pour reptiles. Vérifiez bien que le néon que vous achetez dispense une émission d'UVB et d'UVA optimale qui se traduit par un pourcentage sur l'emballage du produit. En général, il varie de 2 à 12% d'UVB et d'UVA et il est préférable de choisir le pourcentage le plus élevé. L'exposition aux UVA aide votre agame à rester en bonne santé mentale, le stimule et lui confère un solide appétit. L'exposition aux UVB, quant à elle, est intrinsèque à la capacité de la gamme à métaboliser la vitamine D3 et le calcium. Sans une exposition importante aux rayons UVB, la gamme barbue développera une carence en vitamine D3, ce qui entraînera malheureusement les premiers symptômes d'une maladie métabolique des os. Les ampoules qui stimulent la pousse des plantes ne sont pas adaptées car elles ne produisent pas de spectre complet de rayons UV dont votre animal a besoin. Les agames barbus de tout âge et de toute espèce nécessitent au moins 10 à 12 heures d'exposition quotidienne aux UVA et aux UVB naturels ou artificiels pour se développer correctement. S'il n'a pas accès aux rayons UV, votre agame commencera à montrer des signes de détresse, sachez-le. Alors, combien d'agames pouvons-nous avoir ? Si de nombreuses espèces de reptiles et d'amphibiens peuvent sans problème être élevées par deux ou en colonie dans une même enceinte, il est préférable, dans l'idéal, que les agames barbus le soient seuls. Ils sont intrinsèquement des animaux territoriaux et des hiérarchies s'établissent à l'état sauvage selon lesquelles les mâles les plus gros ont les territoires les plus vastes. Ça va de soi. Pendant la saison des amours, les femelles peuvent traverser sans problème le secteur d'un mâle, mais les autres mâles qui s'y aventuraient de trop près seraient accueillis par des hochements de tête, des gonflements de barbe et autres signes d'agressivité. Sachez qu'on observe aussi ces comportements en captivité. Dans le cas d'un terrarium particulièrement vaste, de nombreux agames peuvent être élevés ensemble, à la condition que chaque lézard puisse disposer de ses branches d'escalade, de ses endroits où se réchauffer et de ses propres cachettes. Sinon, la hiérarchie naturelle permettra au seul pogona dominant d'avoir accès aux meilleurs perchoirs, cachettes, etc. Alors pour éviter qu'un mâle alpha ne fasse main basse sur le dîner, il faut placer de multiples récipients de nourriture dans tout le terrarium pour que chaque individu puisse avoir suffisamment à manger.
il faut généralement compter un terrarium bien équipé de 473 litres pour que 2 ou 3 juvéniles disposent d'assez d'espace. Une surpopulation dans le terrarium ou un enclos d'agames barbus conduirait à une succession de dommages collatéraux, comme l'augmentation du seuil de stress des animaux, une déficience de leur système immunitaire, une perte d'appétit et des agressions entre colocataires. Il n'est pas rare d'ailleurs que l'agame le plus gros d'un enclos qui en héberge plusieurs attaque violemment, pince, morde et même mutile ses homologues les plus faibles. Enfin, élever plusieurs femelles dans un même enclos aboutit généralement à une cohabitation plus paisible et moins conflictuelle, alors que les mâles entre eux tendent à adopter des comportements agressifs bien plus fréquents. Ces comportements agressifs sont particulièrement courants chez les mâles âgés de 3 à 6 ans. Cela découle de l'instinct de domination que les animaux de cet âge doivent développer à l'état sauvage s'ils veulent transmettre leur gènes. C'est un phénomène quand même plutôt naturel. À l'état sauvage, les agames barbus sont des omnivores opportunistes dont le régime alimentaire dépend largement de ce qu'ils trouvent sur le moment. Il se trouve que dans une zone où la végétation est assez dense, un agame sauvage consommera des feuilles, des petites pousses, des tiges tendres, des baies, des fruits et des graines. Si le même individu vit dans une zone peuplée de beaucoup d'insectes, il se délectera de n'importe quel invertébré assez malchanceux pour avoir croisé son chemin. Les grands agames attraperont aussi souris, petits oiseaux, lézards et même de petits serpents si l'opportunité se présente, avec une telle variété de proies et de végétaux qui procureront à l'agame l'ensemble des vitamines, minéraux et nutriments dont il a besoin pour se développer et rester en bonne santé. Alors, le régime alimentaire en captivité, bien qu'il soit impossible de reproduire parfaitement une telle variété d'aliments en captivité, on peut s'en approcher en proposant autant d'animaux vivants et de végétaux que possible. Donner, par exemple, des petites proies, des micro-grillons, des vers morvios, des teignes de ruches, des criquets, des vers d'Holas, des cafards, des bébés souris, des petits lézards, ou bien des anolis et des gigots. Et bien sûr des souris adultes. Les végétaux peuvent comprendre le chou vert et le chou rouge, du chou frisé, du chou cavalier, des carottes et des fans de carottes, des feuilles de moutarde, de la roquette, du persil, du gombo, du poivron, de la luzerne, des raisins épluchés, des haricots verts, des mélanges de légumes surgelés, de la laitue romaine, ainsi que certaines feuilles et fleurs d'hibiscus et de pissenlit qui ne doivent contenir ni pistil ni engrais. Donnez surtout des feuilles et rajoutez quelques-uns des autres aliments pour diversifier la nourriture. Préparez rapidement et facilement tous ces végétaux en utilisant simplement un robot ménager pour les hacher grossièrement. Une râpe à fromage manuelle suffit aussi pour les détailler et en particulier pour les plus durs comme les carottes, les patates douces ou bien les courges. Alors, il est assez important de se rappeler que la plupart des aliments n'apportent pas à l'agame tous les nutriments dont il a besoin. Pour compenser ces déséquilibres nutritionnels, il est conseillé de bien nourrir les futures proies avant de les donner à manger aux agames. Le nourrissage est un processus de 72 heures, selon lesquelles les futures proies, principalement les grillons, les criquets et les vers morios, sont placés dans un conteneur à part dont le sol est recouvert de nourriture pour poissons tropicaux, de croquettes déshydratées, par exemple pour chaud, et ou de céréales instantanées pour les bébés. Pour l'hydratation et les compléments nutritionnels, je vous recommande d'ajouter quelques légumes comme des carottes, des patates douces, des quartiers d'orange et des fans de légumes verts. Pendant les 72 heures suivantes, les insectes vont manger ces aliments, donc hautement nutritifs,
Et quand, à leur tour, vous les donnerez à votre agame, ces nutriments lui seront transmis. Donner les insectes ainsi nourris à des agames jeunes ou malades peut avoir des conséquences significatives sur leur croissance et leur guérison. On peut également saupoudrer le mélange de nourrissage de compléments de vitamines et de minéraux pour reptiles. Évidemment, il n'est pas recommandé de le faire tous les jours, mais disons une fois par semaine. Puisque tout comme les autres nutriments, les vitamines et les minéraux jouent un rôle primordial dans la croissance et la santé de votre agame barbu. Parmi ceux-ci, les plus importants sont la vitamine D3 et le calcium. Essentiel pour la formation et la solidité des os et des dents, ainsi que pour la constitution des coquilles d'œufs chez les femelles enceintes. Rappelez-vous que le calcium et la vitamine D3 doivent être donnés en même temps car les agames ne peuvent correctement métaboliser le calcium si leur taux de vitamine D3 est trop faible. La dose de calcium et de vitamine D3 que vous devez donner à votre agame dépend de la quantité de lumière naturelle du soleil qu'il reçoit et de son âge. L'exposition aux ultraviolets solaires stimule la production de vitamine D3 dans la peau de l'agame. Des spécimens adultes élevés en extérieur et très exposés à la lumière non filtrée auront besoin de moins d'apports complémentaires, disons une fois par semaine, que des reptiles élevés en terrarium. Les bébés jusqu'à 4 mois nécessiteront toutes les semaines des doses de vitamine D3 et de calcium. Et les juvéniles de 4 à 18 mois, de 3 à 4 repas supplémentés tous les 15 jours. Faites attention au type de complément de calcium que vous donnez. Les poudres contenant du phosphore doivent présenter un ratio calcium-phosphore d'au moins 2/1, ou encore mieux de 3/1. Soyez aussi prudent lorsque vous donnez d'autres vitamines et minéraux à votre agame. Prises en excès, certaines vitamines peuvent se révéler dangereuses. La vitamine A, par exemple, stagne dans le corps de l'agame et peut devenir à son tour toxique si elle est prise trop souvent. Pour prévenir cela, préférez un complément contenant du bêta-carotène à toute autre source de vitamines. Ne donnez surtout pas de compléments multivitaminés plus de 2 fois par semaine au bébé et 1 fois par semaine aux spécimens juvéniles et adultes. Assurez-vous également d'utiliser un complément en vitamines et en minéraux spécifiquement destinés aux reptiles. N'utilisez jamais de compléments pour oiseaux, chiens, ni aucun autre animal. Bien. Sachez que les agames semblent apprécier les caresses et ne pas souffrir de stress lors des manipulations. Un agame peut passer des heures tranquillement posé sur l'épaule ou la paume de son maître, profitant de sa chaleur corporelle, le laissant lui caresser son dos écailleux. Cette inclinaison aux caresses fait de l'agame une espèce particulièrement appréciée des enfants. Mais comme pour tout animal de compagnie, il y a certaines règles à suivre pour préserver la santé et le bonheur de l'agame et de son maître. Sociabiliser son agame barbu est très important. Les agames qui n'ont jamais été manipulés par leurs précédents propriétaires ou ceux qui ont été élevés sous des températures excessives peuvent avoir des comportements étonnamment désagréables et même essayer de mordre. Ajoutez à cette attitude déplaisante les mâchoires puissantes d'un agame adulte et vous pouvez terminer la séance de manipulation par une morsure sanguinolente. La solution pour sociabiliser des animaux aussi agressifs
est avant tout de s'armer de détermination et d'avoir de bons réflexes. Il est conseillé d'attraper son agame adulte par l'abdomen et de le sortir du terrarium. Alors, flattez son corps et caressez son dos en veillant à ne pas approcher vos doigts de sa bouche. Après quelques semaines de ce traitement patient, votre agame comprendra vite que vous ne représentez aucune menace et vous acceptera comme son soigneur. À peu près tous les agames se calment au bout d'un mois si le soigneur s'en occupe tous les jours. Comme pour tous les animaux de compagnie, la question de l'hygiène ne doit pas être négligée. La peau entourant les griffes de l'agame et les interstices entre les écailles peuvent par exemple abriter des bactéries novices pour l'homme. Il est donc impératif de se laver les mains avec un savon antibactérien après avoir touché un agame. N'embrassez jamais votre lézard. Ne le laissez pas marcher sur votre visage, ne vous frottez pas les yeux et ne mangez pas pendant que vous vous occupez de votre agame ou que vous nettoyez sa cage. Il est du devoir du soigneur d'entretenir scrupuleusement la propreté de l'environnement de son agame. Les agames élevés dans des conditions insalubres, donc jonchés d'excréments, d'urine, substrat mal propre, des insectes morts éparpillés, par exemple, sont beaucoup plus susceptibles d'être porteurs de bactéries et un soigneur responsable surveillera également étroitement tout enfant s'occupant d'un agame, en restant présent et en gardant un œil sur le jeune soigneur et son animal. Un adulte peut remédier à la fois aux mouvements brusques du lézard et aux gestes déconseillés et dangereux pour l'enfant, comme se frotter les yeux ou porter ses mains à sa bouche quand il tient la gamme, par exemple. Une fois la séance de caresse terminée, assurez-vous que les enfants qui ont touché la gamme se lavent méticuleusement les mains et frottent bien toutes les zones ayant été en contact avec le lézard. Parfum, eau de Cologne, démaquillant, maquillage, vernis à ongles, lubrifiant, résine et une infinité d'autres produits chimiques toxiques pour la gamme s'accumulent sur nos mains. Il faut donc nettoyer minutieusement vos mains et vos avant-bras avant de les plonger dans le terrarium ou tout simplement avant de toucher votre lézard. Ce point est particulièrement important car les agames barbus adorent lécher et goûter les mains et la peau de leurs soigneurs. Non seulement ils sont en contact direct avec ce qui est sur nous, mais ils ingèrent également. D'où l'importance de faire très attention à votre hygiène et à l'hygiène de votre lézard. Bien, considéré par beaucoup d'éleveurs comme l'apogée de tout apprentissage avec les reptiles, la reproduction est une expérience enrichissante et incroyablement gratifiante. Mais la reproduction en captivité ne doit pas être prise à la légère ni sur un coup de tête. Les animaux sont-ils en parfaite santé et peuvent-ils supporter les contraintes de la reproduction? D'ailleurs, êtes-vous équipé pour faire incuber les œufs? Qu'allez-vous faire des petits une fois qu'ils seront nés? Parfois plus d'une douzaine de petits d'ailleurs. Pour déterminer les sexes, c'est assez simple. Les mâles ont des pores fémoraux hypertrophiés sur la face interne de leurs pattes postérieures. Des sortes de petites écailles périanales au nombre de 6 à peu près à 1 demi-pouce du cloaque. Un gros orifice cloacal et 2 renflements visibles de part et d'autre du cloaque. Il s'agit des hémipénis qui restent dans leur sac. Les mâles sexuellement actifs ont aussi une grosse barbe qui devient généralement brune, noire ou bleutée pendant la saison des amours. D'une manière générale, les mâles ont des barbes plus grosses que celles des femelles et atteignent une taille plus importante et sont plus robustes. Les femelles, quant à elles,
ont des écailles périanales et des pores fémoraux beaucoup plus petits. Leur fente cloacale est considérablement plus étroite et il n'y a pas de renflement hémipénien de chaque côté du cloaque. D'ailleurs, les femelles adultes grandissent aussi beaucoup moins que leurs homologues masculins et leur tête est plus fine au niveau des mâchoires. Si vous avez l'occasion de comparer plusieurs spécimens adultes, les différences entre les sexes se reconnaissent assez facilement. Avant que les animaux soient sexuellement matures, les sexes sont difficiles à distinguer. Il y a une méthode pour déterminer les sexes chez les juvéniles, mais les différences sont vraiment subtiles et certaines pratiques existent pour déterminer précisément le sexe. Cette méthode consiste à poser la gamme sur une surface plane, la queue retournée vers vous, et il suffit de soulever délicatement la queue et le dos de la gamme et arrêter dès que vous rencontrez la moindre résistance afin de ne pas blesser la queue de votre agame. Il suffit alors, comme je vous le disais, de délicatement rouler la queue entre vos doigts et de regarder en dessous près de la base. Si lorsque vous faites rouler la queue, un léger creux apparaît au milieu, la gamme est probablement un mâle. Si aucun creux n'apparaît, c'est probablement une femelle. Ce creux, en fait, correspond à l'espace entre les deux hémipénis. La technologie moderne peut aussi aider à déterminer les sexes, car le test d'ADN et les rayons X, que pratiquent la plupart des vétérinaires maintenant, sont infaillibles, même chez un jeune agame. Alors, les agames barbus deviennent sexuellement actifs entre 24 et 28 mois et les femelles restent fertiles jusqu'à 5 ou 6 ans. Quant aux mâles, ils conservent la capacité de féconder des femelles pendant toute leur existence. Cependant, le fait qu'une femelle puisse s'accoupler à partir de 2 ans ne veut pas dire qu'elle doit le faire. Celles qui se reproduisent dès le plus jeune âge pondent de plus petits œufs, moins nombreux, et perdent plutôt leur capacité de reproduction. A contrario, les femelles qui ne se reproduisent pas avant leur 3e année ont tendance à pondre de plus gros œufs, plus nombreux, et restent fertiles considérablement plus longtemps. Même si d'autres éleveurs seront probablement en désaccord avec cela, je pense qu'on ne devrait pas faire se reproduire une femelle en captivité avant qu'elle ait au moins de 32 à 36 mois. Car le faire plus tôt conduirait à ce qu'elle ait une progéniture beaucoup moins nombreuse sur toute sa durée de sa vie fertile. Enfin, les mâles de plus de 24 mois peuvent se reproduire pendant tout le reste de leur vie sans aucun effet néfaste. Sachez que le mâle ne mettra pas longtemps à déclarer ses intentions une fois que vous l'aurez placé en présence de la femelle. Il va flairer le sol et goûter le substrat, agiter vigoureusement la tête en direction de la femelle et gonfler sa barbe hérissée, qui devrait alors avoir pris une couleur grisâtre, noire ou bleutée. En réponse à ces avances, la femelle parcourra la cage en tous sens, le mâle à ses trousses, ou se mettra à agiter les pattes pour indiquer qu'elle est prête à s'accoupler. Le mâle, quant à lui, va s'approcher de la femelle par derrière ou par le côté, lui mordre fermement les joues ou la nuque et enserrer de ses pattes avant la partie supérieure de son corps. Une fois qu'il la tient bien, et ce avec ses mâchoires, il la traînera à travers le terrarium ou la secouera violemment. Même si ce comportement peut paraître agressif, il est indispensable à un accouplement réussi. Les mâles plus jeunes qui
qui ne maîtrisent pas leurs femelles plus âgées sont parfois repoussés, alors que les mâles plus vieux, habilement dominants, ne rencontrent pas ce genre de problème. Dès qu'il sera prêt, le mâle inclinera l'arrière-train de la femelle avec ses pattes arrière et sa queue, exposera son cloaque et insérera l'un de ses hémipénis. Les agames ne restent dans cette position que quelques secondes et jusqu'à quelques minutes au maximum. Attendez-vous à ce que les agames s'accouplent plusieurs fois par jour et par nuit. Si vous possédez plusieurs agames femelles, vous pouvez simplement faire passer votre mâle d'un terrarium au suivant pour qu'il puisse s'accoupler avec chacune d'elles. Alors, après une période d'environ 5 à 7 jours d'accouplement, votre femelle a toutes les chances d'avoir été fécondée. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de reprendre votre mâle et de le remettre dans son terrarium. Vous pouvez continuer à donner de la nourriture supplémentée en calcium et légèrement en vitamines à la femelle. Nourrissez-la beaucoup en intégrant la plus grande variété possible d'aliments afin que les œufs en formation se développent dans les meilleures conditions possibles. Après une durée de 55 à 85 jours, selon la température à laquelle vous les avez fait incuber, vous pouvez attendre à ce que vos œufs éclosent. La première étape de l'éclosion, également appelée bréchage, survient quand les lézards fissurent leur coquille, mais n'en sortent pas encore. Pouvant durer de quelques heures à quelques jours, la période de bréchage est le temps pendant lequel le bébé agame reste dans sa coquille partiellement ouverte et absorbe ce qu'il reste du sac vitelin et commence à respirer l'air. Il est important que vous ne manipuliez pas les agames en bréchage, ni ne les obligiez à en sortir. Ils sortiront quand ils y seront prêts. Laissez également un couvercle sur leur boîte d'incubation, puisque c'est indispensable pendant l'étape du bréchage. Car si l'éleveur le soulève sans arrêt pour regarder les nouveau-nés, eh bien, le taux d'humidité à l'intérieur de l'incubateur va énormément baisser. Et cela risquerait de faire durcir les coquilles, comprimant ainsi les bébés lézards. Par ailleurs, la boîte de rangement intérieure doit être solidement couverte, car lorsque les bébés agames vont sortir, ils se mettront immédiatement à vagabonder. Si l'un d'eux arrivait à grimper hors de la boîte de rangement intérieure et tomberait dans le réservoir d'eau qui se trouve en dessous, eh bien, il risquerait de se noyer. Ce serait dommageable. Attention, les œufs n'éclosent pas nécessairement tous en même temps. Si la plupart des nichés éclosent entièrement en l'espace de quelques jours, il faut savoir que le dernier œuf peut éclore 72 heures après le premier. Et il arrive occasionnellement que certains éleveurs connaissent une ou plusieurs naissances tardives. Bon, comme c'est le cas pour les reptiles et les amphibiens les plus répandus sur le marché de l'animalerie, les agames barbus font souvent l'objet de projets de reproduction sélective. Alors, cette activité s'adresse aux éleveurs les plus expérimentés qui possèdent une solide connaissance pratique de la reproduction et de la génétique. De même que pour le piton royal, une espèce que j'ai déjà présentée dans un cours qui s'intitulait Monographie du piton royal, disponible sur la plateforme YouTube. Eh bien, différentes phases peuvent être conçues lors de la reproduction. Nous pouvons retrouver la gamme barbue de Sandfire, la gamme dorée, le Lemon Fire, le Blood Red, la gamme issue des variétés dites pâles et les géants d'Allemagne. Si vous deviez faire un sondage parmi les amateurs de sauriens pour savoir quel est le parfait lézard, vous obtiendrez des réponses très variées. Certains préfèrent les geckos arboricoles, avec ses petites ventouses aux pattes et son regard impassible, tandis que d'autres ont un faible pour les iguanes verts, herbivores,
et aux incomparables nuances émeraude et aigue marine. D'autres encore voteraient pour le varan jaune, dont les griffes et les dents tranchantes en font un lézard carnivore des plus captivants. Mais même si toutes ces espèces ont leur propre charme, sachez que l'agame barbu est de loin le plus populaire de tous et le plus répandu dans le monde de la terrariophilie.